Amis résistants, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 13 novembre 2020 et vous êtes toujours confinés. Cela est dû à des erreurs initiales dont j'ai déjà parlé, des dirigeants planétaires et notamment du gouvernement chinois. Ces dirigeants ont laissé sortir un virus de Chine là où il aurait dû rester et être éliminé sur place. Bon, maintenant il parcourt le monde, on ne peut plus rien faire. Il fallait, dans un second temps, traiter mieux que cela n'a été fait la question. Comment? En trois notions qui s'appellent dépister, isoler et soigner. Dépister, on a fait des dépistages, on en fait maintenant, mais un peu tardivement, on en fait beaucoup, c'est très bien. Soigner, les gouvernants n'ont pas mis le paquet, comme l'on dit vulgairement, sur la recherche médicale, biomédicale, scientifique, qui permettrait de guérir les maladies virales. Tout est une question de moyens, mais les spéculateurs ont préféré investir ailleurs que dans la recherche fondamentale. J'espère que ça servira de leçon. Et le troisième point, dans la notion de dépister, isoler et soigner, c'est isoler. On n'a pas isolé en France, malheureusement, isoler les malades. C'est-à-dire que quand quelqu'un est porteur du virus, on lui dit rentre chez toi et tu pourras contaminer ton conjoint, ta famille, tes enfants, tes parents, tes voisins, les gens que tu rencontres. Et si tu es responsable, évidemment, tu te tiendras dans une pièce assez isolée. Si tu es irresponsable, malheureusement il y a des irresponsables, tu pourras contaminer tout le monde et on ne te poursuivra d'ailleurs pas pour mise en danger d'autrui. Bon, il fallait isoler. Non pas punir les malades, loin de là, mais au contraire, les soigner, les dorloter, les installer dans des hôtels, là où ils seraient vraiment en isolement et où ils seraient soignés pour éviter les complications de la maladie et la propagation de la maladie. Un virus, ce n'est pas un papillon qui vole dans l'air. Le virus ne se transmet que de personne à personne. Il faut ce qu'on appelle un vecteur. Et le vecteur, c'est une personne. Donc, si vous voulez, si on avait isolé les malades, on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui. Il n'y aurait pas besoin de confiner les gens. Mais on ne l'a pas fait pour des raisons budgétaires et pour des raisons aussi de volonté politique. Alors, le confinement est ce qu'il est, d'ailleurs il est très partiel, puisque vous voyez que les promeneurs, les ramasseurs de champignons doivent rester chez eux et ne peuvent sortir qu'une heure, alors que les chasseurs, les amis du président, eux peuvent sortir pour traquer le cochon sauvage, le renard et le blaireau et autres sympathiques mammifères, beaucoup plus sympathiques que ceux qui les tuent. Bon, ça c'est le problème actuel que l'on dénonce régulièrement d'un chef d'État qui est aux ordres des lobbies, malheureusement. Alors le chef de l'État a la mauvaise idée de se faire conseiller, non pas par l'Académie de médecine ou l'Académie des sciences ou l'INSERM, mais par un conseil de défense. Conseil de défense qui compte 8 membres, dont 7 militaires et hauts fonctionnaires de police. Je ne vois pas ce que l'armée vient faire en cette affaire. Ce n'est pas de la compétence de nos militaires. Que le président réunisse son conseil de défense pour évoquer la situation au Sahel ou pour envisager comment protéger nos amis arméniens de l'agression turque, c'est normal. Ça relève de la compétence du conseil de défense. Mais la thérapeutique contre une maladie et la santé publique, là, je ne comprends pas trop, mais enfin, c'est comme ça, en France, c'est ainsi. Alors, peut-on espérer pour l'écologie, pour le social, pour l'humain, une meilleure situation dans l'avenir? Il faut pour cela changer les hommes. Or, changer les hommes en France, c'est la présidentielle. La présidentielle, je vous en dis 2 mots seulement aujourd'hui, c'est dans 18 mois. Et il y a une condition essentielle pour la gagner, la présidentielle, c'est-à-dire pour bouter hors de l'Élysée les lobbies, lobby de la chasse, lobby de la FNSEA, lobby des banques et de la finance, une seule solution, c'est que le candidat qui défend l'écologie, le social, le progrès humain, l'animalisme, soit seul candidat. Pourquoi? Parce qu'il faut, au premier tour, réunir 25% des voix. Sinon, le candidat est éliminé. Si vous avez 2 ou 3 candidats qui se partagent l'électorat éclairé, évolué, avancé, l'électorat de progrès, l'électorat de mieux, ils feront l'un 11, l'autre 13, l'autre 14, et ils seront éliminés, ce qui ne présente aucun intérêt. Donc, moi qui ne suis pas un homme de parti, je ne roule pas pour qui que ce soit,
je roule pour le vivant, pour la nature, pour l'arbre, l'animal et l'homme. Et je dis qu'il faut un seul candidat de progrès à l'élection présidentielle. S'il y a 2 ou 3 candidats de mieux, ils seront éliminés, et M. Macron n'a même pas besoin de solliciter ses amis de la haute finance, il est élu d'avance. Et les lobbies continueront à faire la loi en France, et 80% des Français déploreront le résultat, mais le résultat est inéluctable. La seule solution, et j'insiste bien là-dessus, il faut un candidat, et pas 36. Quand je dis 36, c'est même 2 ou 3. Bien, alors, que peut-on penser d'ailleurs de la situation politique mondiale ? Tout le monde est passionné par l'élection américaine en ce moment. Je vois que le Rassemblement national va soutenir M. Trump. Je vois que les start-upers ont plutôt tendance à soutenir M. Biden. Bon, tout ça c'est très bien. Que les gens de socialistes, les gens de gauche auraient préféré Bernie Sanders encore. Bon, et vous voyez, tout le monde se passionne pour l'élection d'un pays qui n'est pas le nôtre, dans lequel vous ne pouvez pas voter. Alors ça conduit, et je dis ça à titre humoristique, rassurez-vous, je ne suis ni pour ni contre, ça conduit certains à envisager ce qu'on a appelé l'édit de Caracalla. Alors qui était Caracalla ? Caracalla était un empereur romain qui gouvernait en 212 de notre ère. Et comme il avait des problèmes financiers, que l'empire romain était immense et commençait à donner des signes de faiblesse, il a eu l'idée de conférer la citoyenneté romaine à tous les habitants de l'empire romain, et ça s'est appelé l'édit de Caracalla. Et certains se disent aujourd'hui, mais au fond, il y a une sorte d'unité de civilisation de l'Occident, l'Amérique, l'Europe et quelques autres participent de la même civilisation, sur les mêmes peuplements d'ailleurs. Pourquoi pas un édit de Caracalla est conféré à tous les Européens, à tous les Nord-Américains, États-Uniens, Canadiens et peut-être même aussi latinos, une citoyenneté de l'Empire occidental. Rassurez-vous, c'est pas ce que je préconise, mais je vous le dis à titre humoristique parce que c'est dans l'air et que vous savez, rien n'a écrit l'avenir. On ne sait pas ce que se passera dans 2 ou 3 ou 4 générations. Ce qui se passe d'ores et déjà, c'est que les oppositions nationales d'antan sont dépassées maintenant par des clivages idéologiques. Je veux dire par là que même ceux qui font profession de nationalisme, de patriotisme, sont plus proches de nationalisme d'autres pays que de leurs propres concitoyens. Il est évident, pour donner des noms, que Mme Le Pen est plus à l'aise à la tribune avec M. Matteo Salvini ou avec des gens de l'AfD qu'elle ne le serait avec M. Mélenchon, Besancenot, Jadot ou Mme Hidalgo. C'est assez évident. De même, les gens dits de gauche sont plus à l'aise avec des gens de gauche qu'avec des gens réactionnaires de leur pays. De même, des religieux réactionnaires, ce qui est d'ailleurs un peu synonyme, les religions sont très réactionnaires, quelles qu'elles soient, donc ces religions sont plus unis entre eux. Regardez ce qu'on peut appeler l'islamo-fascisme, par exemple. Il existe de l'Afghanistan au Sahel, du Mozambique jusque dans la banlieue de Bruxelles. Donc, si vous voulez, il y a comme ça des courants d'opinion qui transcendent, qui dépassent les frontières et les nations. Et c'est quelque chose qui est très frappant. Et s'il y a eu, dans l'histoire, une internationale marxiste, qui était la première en date au XIXe siècle, travailleurs et prolétaires de tous les pays, unissez-vous, il faut dire que maintenant, les banquiers, les hommes d'affaires, les start-upers qui parlent anglais, qui pensent cosmopolite, sont unis par-delà les frontières. Là aussi, pour donner des noms, il est évident que M. Bernard Arnault est sûrement beaucoup plus proche d'un banquier ou d'un homme d'affaires nord-américain ou polonais que de sa femme de ménage, fût-elle française. Bon, c'est comme cela, j'allais dire. Alors, on peut le déplorer, et parfois je le déplore un peu, parce que je suis quelqu'un qui suis attaché à l'histoire du pays, à la culture française, à la littérature, à notre langue, tout ça, mais je le constate. Encore une fois, vous savez, quand on réfléchit sur le monde, il ne faut pas partir de ses rêves ou de ses idées, il faut partir des faits. Il faut partir des faits
et ce sont des faits que je constate. Il y a actuellement un éclatement des identités qui autrefois, au XIXe siècle, par exemple, pouvaient reposer sur une appartenance d'une population donnée. Mais je vais prendre encore, pour vous faire comprendre l'idée que je développe aujourd'hui, ce qui s'est passé en juin 1940. En juin 1940, l'armée française s'est écroulée. On a été envahi par les armées d'Hitler et la France a capitulé. Eh bien, parmi les gens de droite, les nationalistes français de l'époque, il y a eu deux attitudes très divergentes et qui illustrent mon propos d'aujourd'hui. Quelques nationalistes ont dit cette guerre, c'est une guerre franco-allemande. Franco-allemande, je suis pour la France, je n'accepte pas sa capitulation, je pars à Londres avec De Gaulle, je suis De Gaulle ou je suis avec lui, et bien que nationalistes, voire que maurassiens, parce qu'il y en avait, des gens d'Action française, qui sont partis à Londres pour dire on continue la guerre, parce que c'est une guerre de la France contre l'Allemagne. Et une autre fraction, peut-être plus importante encore en nombre, de ce courant de pensée a dit mais c'est formidable, c'est comme l'a dit Charles Maurras, la divine surprise, cet effondrement de la gueuse, c'est-à-dire de la République. C'est la vengeance contre 36, contre le Front populaire et l'idéologie de l'ordre nouveau, de la Révolution nationale, prévaut sur la défaite de la patrie. Au fond, la patrie est défaite, mais le méritait parce qu'elle s'était laissée aller au laxisme de gauche, aux jouissances des congés payés et des augmentations de salaire, etc. Donc, si vous voulez, c'est pas d'hier que date cette dichotomie, cette coupure au sein des nations. Et je veux dire qu'aujourd'hui, c'est encore beaucoup plus accentué que ça ne l'était en 1940. C'était le début de ce schisme identitaire. Maintenant, notre identité, c'est une identité qui est beaucoup plus idéologique, beaucoup plus de famille de pensée que d'autres choses. Alors, pour ma part, moi qui suis ce que je suis, c'est-à-dire un écologiste, animaliste, social, humaniste, biocentriste, je suis plus proche d'un Paul Watson, un Canadien, qui a fondé la Sea Shepherd, que des chasseurs français, indéniablement. Indéniablement. Ma patrie à ce niveau-là, idéologique, c'est la nature, c'est la vie, c'est l'arbre, l'animal et l'homme. Bon, et je suis très loin de ceux qui veulent aseptiser la nature, détruire la nature, l'aménager, c'est-à-dire la déménager, la saccager. Voilà. Donc, réfléchissons à ces nouvelles donnes du temps moderne qui fait que maintenant, on pense beaucoup plus par famille de pensée, on se regroupe beaucoup plus par famille de pensée qu'autrement. Ça pose un petit défi à mes amis souverainistes, parce que quel est le peuple? À quel peuple appartenons-nous? Les musulmans peuvent appartenir à l'Oumma, c'est-à-dire à l'ensemble des musulmans de la planète. Les catholiques ou les chrétiens appartiennent à la planète chrétienne, tout ça. Les écologistes appartiennent à la planète écologiste et les nationalistes eux-mêmes appartiennent plus à la planète nationaliste qu'à leur propre patrie. Voilà. Alors écoutez, sur ces réflexions, mes amis, je vais vous souhaiter de veiller à votre sécurité, de veiller à ne pas attraper les maladies qui courent. Et puis, si tout va bien, eh bien, je me permets de vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres réflexions. Merci à vous.